Je vais commencer la deuxième partie du cours. Oui, oui, c'est beaucoup de boulot pour les doubles licences. Mais bon, en général, ils tiennent le choc. Vous m'entendez à nouveau là? Est-ce que quelqu'un peut me dire sur le chat qui m'entend? Ouais, c'est ça. Moi, je vous entends. Par contre, j'entends pas dans le microphone. Je sais pas, il y a peut-être un problème. Ok, on continue ce cours. Oui, enfin, ça va être dur au début, là. Mais c'est pas si compliqué que ça, la méthode objet. À la limite, je vais voir quand est-ce que je termine le truc principal et je peux faire un aparté pour les doubles licences à la fin, en traitant un exemple plus simple de classe et d'objet. Oui, ouais. Ouais. Ben, ouais, ouais. Bon, allez, je vais continuer. Share screen. Desktop 2. C'est parti. Mon téléphone, qui a des minutes. Je règle la configuration avec mon téléphone, pas de mettre. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de toute façon. Ok, je continue le cours, j'espère que. Non, disons que c'est pas la première fois qu'on a que la deuxième partie d'un cours. Ah oui, ce qui n'était pas la première partie, ça va être, ça va être dur. Ouais, le son est horrible. Pourquoi est-ce que le son serait plus direct que tout à l'heure? Oui, il y a un problème avec le micro, il semblerait. Co-host. Le son est moins bien que tout à l'heure, là? C'est important que je démarre dans les bonnes conditions. Le son est J'ai moins essayé de bien, oui. configurer tout. Le son. Dites-moi si le son est moins bien. Il y en a un qui m'a dit que le son est horrible. Je suis moins bien. Bah, on a un drôle d'écho en fait. C'est possible. Ça résonne. Tiens, un truc là, ça marche mieux là maintenant parce que j'avais décroché mon casque et j'ai remis mon casque. Oui, c'est bien. Ah, cool. Merci de me tenir au courant au fur et à mesure parce que c'est vrai que de faire un cours merdique, c'est dans ce. Comment dire, on a assez d'ennuis comme ça. Quoi. Oui, il faut mettre un casque quand on fait de la visio parce que du coup, son propre son n'est plus dans la boucle et ça évite des phénomènes d'écho qui perturbent beaucoup la qualité. Ok, donc on a vu comment ranger une case, là, les cases du triangle C. Il ne faut pas oublier dans
dans ZIS. Alors, c'est pareil, hein, ZIS, je peux l'enlever, c'est toujours implicite. Si j'enlève ZIS, ça marche toujours. ZIS, c'est implicite. Quand on n'a pas une méthode, implicitement, c'est sur ZIS. Donc, ZIS, c'est facultatif. Je peux l'enlever si j'ai envie. J'enlève le grisé, là, les hachures. Et ajoute élément, c'est les méthodes de qui ajoute élément? Ben, c'est les méthodes de soi-même. Et pourquoi est-ce qu'on ajoute élément dans la méthode de terrain? Ben, parce que terrain hérite de grille. Ajoute élément, c'est une méthode de grille. Ah oui, ben, je vais vous le montrer. Toujours, je sélectionne ajoute élément, je fais CTRL B et je me retrouve dans la classe grille. D'accord. Ajoute élément, c'est une méthode de la classe grille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ajoute l'élément en faisant add. Add, c'est une méthode de qui? Add, c'est une méthode de jpanel. Si je fais CTRL B, je me retrouve dans jpanel, sauf qu'il n'est pas là. Bon. Si, il est là, jpanel, d'accord. La méthode. Dans jpanel, j'ai cette méthode add, d'accord, qui ajoute une composante. Qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? Je prends soin de passer par là, je sais que c'est source d'erreur, des sources d'erreur ensuite. Qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute l'élément dans un J-component. On a pris soin, ce J-component, on a pris soin de faire 7 layouts, ce truc-là, 7 layouts. De 5 et de 5. On fait 5 et 5 là. C'est bizarre, ça. Je comprends pas pourquoi il y a. Ah oui, hauteur-largeur. 5 et 5, c'est quoi en fait? C'est la taille de chaque case. Hein. Quand je fais mon truc là, en fait, mes cases elles font 5 de large, 5 de haut. Pour une raison, c'est pas des pixels, ça doit être des millimètres. Hein. Et hauteur-largeur, c'est le nombre de trucs, le nombre de lignes, non, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Hauteur, nombre de lignes, largeur, nombre de colonnes. Alors, vous voyez, quand je fais set layout de new grid layout, ça c'est un truc magique de la bibliothèque graphique qui s'appelle Swing. Swing. Eh bien, il comprend que en fait, une grille, c'est une grille. Ça veut dire quoi qu'il comprend qu'une grille, c'est une grille? Ça veut dire qu'après, il suffit que je fasse add élément pour ranger la case au bon endroit graphiquement, d'accord? Donc concrètement, quand j'ajoute la première case, elle va se mettre là, la deuxième case se mettre là, la troisième case se mettre là, la neuvième case se met là, la dixième case se met pas là, elle se met là, d'accord? Elles se mettent tous gentiment là où elles doivent se mettre, d'accord? Il suffit de faire add et le truc, ça marche tout seul, d'accord? Pourquoi est-ce que Swing propose un set layout, grid layout? Parce que on n'est pas les premiers ni les derniers à souhaiter un layout en grid. Et c'est un truc qu'on a souvent besoin de faire, donc il propose une façon de faire facile. Vous voyez, si je monte le truc, ça reste à cette taille-là parce que on a dit 5 par 5. Si je diminue, par contre, il ne peut pas tout afficher. D'accord, il suit un peu l'évolution de la redimension de l'internet, ça c'est cool ça aussi. Il a une dimension préférée, c'est celle-là qui ça tombe pile, d'accord, mais après, si on modifie la taille, il peut suivre. Donc voilà, beaucoup de gens en TP sur les TP la semaine prochaine de NRN, ils oublient de faire ajouter l'élément. Alors, ils sont terriblement, comment dire, énervés, frustrés, je ne sais pas comment dire, flippés, dans le brouillard, parce qu'ils voyaient ces fichiers, parce qu'ils ont oublié d'ajouter l'élément, les cases, c'est tout. D'accord. Voilà, bon, il y a du baratin qu'on peut lire après. Je passe sur ce baratin-là parce que ce n'est pas du baratin essentiel. Ouais, alors après, on ne se contente pas. Après, on compte les voisines. On ne fait pas tout de suite, hein, en fait. Hein, on compte les voisines piégées. Alors, on a toujours la méthode affichée, là. On a toujours la méthode initialisée, je pense. Hein. Ouais, elle est grosse, cette méthode. Hein, vous voyez, je la minimise, je la maximise. Là, je peux voir jusqu'où elle va, en fait. Elle va. Elle continue, en fait, ça n'arrête pas là. C'est toujours la même méthode. Hein. Ah non, c'est la même méthode. Hein. Si je la minimise, que se passe-t-il?
Oui, c'est la même méthode. Donc, si je la maximise, je vois qu'une fois que j'ai créé mon tableau, j'ai rangé les cases dedans, je n'ai pas fini. J'ai encore tout ce truc-là à faire. Fait. Dans initialiser. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a dans une case aussi? Il y a aussi le nombre voisine piégé. On stocke dans la case elle-même. D'accord? Si je fais CTRL B, vous voyez, CTRL B, c'est un truc que je fais souvent. Je vois que nombre voisine piégé, c'est un attribut de la classe case. Ben alors, je peux commencer à faire le diagramme de. Ouais, non, peut-être pas. Si, je peux commencer. Je vais commencer à faire le diagramme de classe, qui est une notion importante. Donc, la classe case a. Donc, quand on fait de l'objet, une façon sympa de procéder, c'est d'écrire le diagramme de classe. Pour chaque classe, vous faites un petit rectangle. Alors, la hauteur, la largeur du rectangle, et dans la première colonne, vous mettez le nom de la classe, c'est la classe case. D'accord? Puis après, vous mettez les attributs. Il y a X, Y qui sont des entiers. D'accord? Vous mettez le type de chaque attribut. Il y a E piégé qui est un booléen avec un P majuscule parce que ça suit les conventions. Bool, booléen, je crois que ça s'écrit, booléen. D'accord? Et puis il y a aussi ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire nombre voisine piégé. Ça, c'est un nombre voisine piégé. Vous voyez que c'est un nom qui est assez long, du coup, je suis obligé de faire un rectangle plus grand pour le piégé qui est un entier. On le met dans la case. On a décidé, c'est un choix, on pourrait calculer à chaque fois, mais on s'est dit, tiens, dans le fond, autant calculer une fois pour toutes et ranger comme un attribut dans la classe case. Ça veut dire que quand on a une case, il faut 1, 2, 3, 4 bytes en mémoire. Il faut une zone de 4 bytes consécutifs. Hein. Les coordonnées de la case, si c'est piégé ou pas. Voilà. Ça, en vrai, ça pourrait se creuser sur un seul bit. Mais on ne s'emmerde pas, Java ne s'emmerde pas, il prend un byte pour ça, je pense. Je suis assez sûr, d'accord? Un byte qui vaut 0 ou 1, si c'est vrai ou faux, d'accord? Et puis l'entier qui dit, parce qu'un byte, je vous rappelle, ça fait genre 64 bits sur une machine 64 bits. Donc on décide de. Alors, je vais revenir à ce diagramme tout à l'heure avant de vous quitter. On va essayer de le finaliser. Je pense que j'introduis ça déjà dès le premier cours parce que je pense que c'est une notion qui nous permettra de rendre les choses plus claires au fur et à mesure. C'est une notion importante. Donc, OK, cela étant dit, je reprends mon partage. Pour ça, je refais mon. Mes fenêtres Zoom sont parties. Je reprends ma fenêtre Zoom. Share screen, il est où mon bouton? Voilà, il est là. Share screen. Je reprends. Donc, on a décidé que nombre voisine piégé, c'était un attribut. Notez bien qu'on ne le met pas en privé, là, on le met en protected. Là. Pourquoi? Parce qu'on va y avoir besoin d'y faire accès depuis notre objet, du même package. Quand c'est protected, on y a accès depuis les classes du même package. D'accord? La classe case, elle est définie dans le même fichier que la classe JDmin, donc elle peut avoir accès, les autres classes peuvent avoir accès à nombre voisine piégé. Alors, c'est un attribut de case. Ben, quand on crée des cases, on a envie d'initialiser aussi. D'accord? Où est-ce qu'on crée des cases? Alors, vous voyez, dans JDmin, j'ai mes fichiers qui sont à gauche, là, mais je l'ai aussi là, donc je vais le chercher là. Merde, ça a viré tout ce qui était à gauche, là. C'est pas grave. Projet. Donc, on était en train de regarder le constructeur, la méthode initialisée. Donc, dans la case XY, qu'est-ce que je mets? Eh bien, le nombre de voisines piégées. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je n'ai pas calculé à cet endroit-là. C'est toujours la philosophie. En fait, bon, d'abord, il faut que je commence par une boucle imbriquée parce qu'il faut que je fasse ça pour chaque case.
Et puis, plutôt que de calculer à cet endroit-là, j'utilise une autre méthode qui a un nom clair. Vous voyez qu'il y a une sorte de discipline de programmation qui consiste à dire, à chaque fois qu'on a un bout de code qui fait plus que, mettons, 6-7 lignes, il vaut mieux pas le mettre tel que, il faut l'encapsuler dans une autre méthode. C'est une méthode, ça aussi, en fait. Tout, c'est des méthodes. Hein. Les fonctions, ça existe, on va voir ça plus tard. Et c'est plus clair, parce que la méthode a un nom clair, compte voisine, d'accord? Et elle fait un travail cohérent qui est rendu par son nom. Compte voisine, elle arrive juste après, d'accord? Alors, c'est une méthode qui est privée parce qu'elle est appelée juste depuis la classe, celle-là. Elle sert juste à initialiser le nombre voisine piégé. Donc, elle prend 2 attributs. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, là, il y a un truc, la façon dont on programme ça, c'est un grand classique. Donc, je prends le temps de le parcourir pour que vous compreniez bien. D'accord? Il faut compter les trucs. Donc, on commence par déclarer un compteur. C'est une variable locale de la méthode qu'on initialise à 0 parce que pour l'instant, on a 0 voisine. Et après, on itère sur toutes les voisines potentiellement possibles. Potentiellement possibles. Pas sûr qu'elles sont vraiment des voisines. Pourquoi? Alors, les voisines potentielles, c'est celles qui ont des coordonnées x, y, avec un en moins ou en plus, et avec aussi bien sur l'abscisse que leurs données. D'accord? Alors, là, on va balayer 9 cases. D'accord? On va aussi balayer la case du milieu. D'accord? La case du milieu dont on ne s'occupe pas de savoir si elle est piégée ou pas. Alors, je vais poser la question d'ici, si j'y pense, avant la fin, pourquoi est-ce que ça pose pas de problème? On considère la case du milieu. On considère les voisines, et là, on considère aussi la case du milieu. Je vous demanderai faites-moi penser à vous demander pourquoi ça ne pose pas de problème. Alors, mais qu'est-ce qui peut se passer, si on fait ça? Ben, ce qui peut se passer, c'est qu'on considère des coordonnées de cases non valides. D'accord? Si par exemple, on considère la première colonne, la colonne 0, et la ligne, mettons, la ligne 3, d'accord? Ben, là, il y a une voisine, 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 mais là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, d'accord? Donc, quand on va faire i-1, non, y-1, quand on va faire y-1, on va trouver moins 1 ici. Moins 1, 0, non, moins 1, non, excusez-moi, c'est pas le moins 1 s'il vient en deuxième. On va considérer l'élément 1, moins 1, l'élément 2, moins 1, l'élément 3, moins 1. Et ça, c'est hors de la grille. D'accord? Il va se passer le même truc sur la dernière colonne. On va considérer les colonnes. Il y a des colonnes de 0 à 8. La colonne 9, elle n'existe pas. D'accord? On va vouloir visiter cette colonne qui n'existe pas. Si on ne fait rien, qu'est-ce qu'il va donner comme message d'erreur? Array out of bound exception. Ça veut dire que vous adressez un tableau avec un indice qui n'existe pas. D'accord? J'en profite pour vous dire, hein, si vous récupérez un message d'erreur, prenez le temps de le comprendre. Dans beaucoup de cas, ça va permettre de vous corriger tout seul. Souvent en TP, les gens ont des erreurs, ils disent Monsieur Général, mais ils n'ont pas pris le temps de lire l'erreur. D'accord? Maintenant, les compilateurs, et notamment le compilateur Java, sont tellement bien faits que, en général, le message d'erreur est très compréhensible. S'il ne l'est pas, vous le rentrez sur Google et vous aurez tout de suite une explication encore beaucoup plus claire. D'accord? Éventuellement en anglais, et vous pourrez traduire automatiquement. Donc, il y a des cases qui ont seulement 1, 2, 3, 4, 5 voisines. Il y a des cases qui en ont carrément juste 3 voisines, celles qui sont au point, d'accord? Enfin, non, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Celles-là, elles ont. Non, elles ont juste 3 voisines, ces 3-là, d'accord? Les cases du coin ont 3 voisines, les cases proche d'un côté ont 5 voisines. Donc, il faut considérer juste un sous-ensemble de ces voisines. Alors, si on faisait des cas différents pour le coin supérieur au gauche, le coin supérieur droit, la première ligne, la dernière ligne, la première colonne, la dernière colonne, ce serait vachement long programmé. Donc, l'astuce pour programmer ça de façon simple, c'est de considérer toutes les cases. Mais avant de les adresser, de vérifier qu'elles ont des coordonnées valides. D'accord? Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elles ont des coordonnées valides? Eh bien, bonne pratique de programmation, génie logiciel, on pourra dire, hein, sans hésitation. On programme une autre méthode parce qu'une fois de plus, il y a du code à écrire et
c'est du code cohérent. Pas énormément dans ce cas-là, pas beaucoup de code dans ce cas-là, mais enfin, il y a juste une ligne de code. Hein. Et même s'il y a juste une ligne de code, il a quand même encapsulé ça dans une méthode private, comme toujours, comme d'habitude, parce qu'elle est juste appelée par le code depuis le code qu'on est en train de regarder, d'accord? On passe des coordonnées, on regarde si les coordonnées correspondent à un truc valide. Donc, si c'est plus petit que maintenant, ça va marcher. Si c'est plus grand que 0, ça va marcher. Si par contre, oui, il faut que ce soit plus grand que 0, il faut que les deux, et il faut que ce soit plus petit que le nombre de cases, les deux. Là, c'est un peu plus strict, hein, parce que si par exemple j'ai 9 colonnes, alors ça va jusqu'à 8, parce que ça commence à 0, d'accord? Donc, donc, on teste si les colonnes sont valides, et seulement là, si c'est valide, on va regarder si la case est piégée ou pas. Et si la case est piégée, on va commencer le compteur. Alors là, il y a une ruse de Sioux sur laquelle il faut s'attarder un peu. C'est le fait que et est un opérateur paresseux. Ah, paresseux. Bah, paresseux parce que quand vous testez un et logique de le truc, si le premier est faux, c'est pas la peine d'en regarder le deuxième. Ce sera faux à la fin parce que c'est un et. D'accord? Donc ça, il le comprend et il ne le fait pas. Et heureusement, parce que s'il le faisait, on se retrouverait à considérer une case qui n'existe pas. Mais il ne le fait pas. D'accord? D'entrée de jeu, si jamais les coordonnées ne sont pas valides, il dit il n'augmente pas le compteur. D'accord? Le et est paresseux. On dit qu'il est paresseux parce qu'il fait le moins de boulot possible. D'accord? Pareil, il y a un ou paresseux qui est le ou paresseux existe aussi. Si la première coordonnée est vraie, il sait que ce sera vrai de toute façon, il ne fait pas la deuxième. D'accord? Ok, donc on incrémente le compteur et à la fin, on a trouvé le nombre de cases voisines piégées. On le renvoie. Voilà, alors là, il y a la remarque que je vous ai dit, ça compte aussi la case du milieu. Question, pourquoi on peut se permettre cette approximation? On reparlera de ce genre de considération à partir de mi-février. Ouf. Non, mais on en parlera tout de suite. On va expliquer tout de suite pourquoi c'est possible. Alors, vous allez me dire, j'espère, l'un d'entre vous. Vous pouvez déjà me le dire maintenant, si vous avez une idée, hein, dans le chat ou bien dans le... Alors, le chat. Alors, on peut utiliser une méthode avant de la décrire. Je crois bien. Je crois bien. Si elle est déclarée avant, il me semble que c'est bon. Bah, il dit le contraire. Bah, écoutez, on va tester ça tout de suite. Hein. Hop. Ma méthode private. Je vais la déplacer avant. La méthode compte voisine. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas. Il gueule. Vous avez oublié de déplacer une guillemets, enfin Ah putain, il y en a un qui suit ce qui se... Il y en a un qui suit ce qui se passe là. Merde, j'arrive pas à annuler. J'arrive pas à annuler. Bon, je rajoute le crochet. Et je l'enlève. Alors, il est content, on peut. Vous voyez, il y a un tel que testé. Je pensais qu'on pouvait, mais je n'étais pas sûr à 100%. C'est souvent le cas, d'accord. Vérification. Ah, j'ai toujours un truc qui s'exécute. Ça marche, on peut le faire. C'est-à-dire qu'il a forward définition, ça s'appelle une définition forward. Il est assez intelligent quand même pour. Vous pensez avec les millions de mecs qui utilisent Java, ce genre de truc, il a intérêt à implémenter. Qu'on soit pas. Parce que, en fait, il y a une raison profonde pour laquelle c'est possible. Quelqu'un peut-il me la dire? La raison profonde, c'est que si vous définissez deux méthodes qui s'appellent récursivement, mutuellement récursives, vous ne pourrez pas le faire, c'est pas possible. D'accord? Donc, vous avez envie que ce genre de truc soit possible. Deux méthodes qui s'appellent mutuellement, donc ça s'appelle une récursion mutuelle, ouais, ça marche toujours. Ben, ça doit être possible à faire en Java quand même. Hein. Ça serait con que ce n'est pas possible. Ok, donc c'est possible. Alors, le CTRL-Z, ça ne marche pas là-dessus. Putain, c'est chiant. Faut trouver comment faire pour annuler un truc, je ne sais pas. Bon, si ça marche. Voilà, je crois que j'ai remis comme c'était avant. Oh non. Pouf, bon, là, ça marche. Bon, j'ai un peu bougé mon code, mais c'est pas grave. Ok. Non, il manque. Ok, c'est bon.
Je me sens vachement à l'aise avec des mecs qui suivent comme ça. Donc, on peut déclarer plusieurs mains. Dans ce cas-là, faudra dans la classe, là, on est dans la classe terrain. On peut faire aussi un petit main et puis le lancer en faisant Java terrain. Et ce petit main, il peut servir à tester un terrain tout mignon, d'accord, de juste 12 cases où on met des 6 cases, 3, 4. Il fait 12 cases. Il fait 12 cases, mais il déclare 6 cases pour tester le nombre de voisines, d'accord? Tester que ton voisine marche. Donc là, il fait un affichage, mais le mieux, c'est de faire un assert. Mais on verra tout ça, c'est juste une parenthèse. Hein. Et puis, il faut l'exécuter avec une option, tout ça. Vraiment. Voilà. C'est l'idée que plus vous faites test, mieux c'est. Là, en fait, le but de ce test, c'est de tester que la méthode compte voisine marche bien sur un exemple. D'accord. Et c'est pas con parce qu'il y a peut-être au moins une chance sur deux quand vous programmez ça vous que vous allez faire une bêtise quelconque. D'accord. Et que vous aurez du mal à trouver. Donc, si vous faites un test comme ça, bon, ça prend assez rapide à écrire. Hein. Vous allez tester la méthode compte voisine et vous êtes sûr que vous aurez confiance en elle après. D'accord. Ça s'appelle un test unitaire. C'est un test d'une méthode. C'est ce qu'on fera, nous, les tests unitaires. C'est les tests les plus faciles à faire. On dit test unitaire parce qu'on teste une méthode. Après, on arrive à. Donc, on a fini la classe. Donc, on a fait quoi là pour l'instant? Regarde un truc qui est marrant. Hein, je montre un truc qui est marrant, c'est que ici dans mon browser de projet, hein, j'ai ma classe JDMine, mon dossier JDMine dedans. J'ai l'interface graphique qu'on va voir tout à l'heure. Et puis j'ai mon fichier Java. Et ce qui est marrant, c'est que je peux recliquer là et je vois tous les sous-trucs de Java. D'accord. Je vois que dans Java, il y a effectivement la classe JDMine principale qu'on a vue en premier, la classe terrain qu'on a vue en deuxième. Donc, on peut mettre plusieurs classes dans le même fichier, mais c'est déconseillé. Hein. Là, on le fait parce que c'est plus simple à présenter. C'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Et maintenant, il nous reste la classe case à voir. D'accord. La classe terrain, elle étant une grille, c'est un élément de la librairie graphique. D'accord. La classe JDMine, elle étant rien du tout, elle déclare juste une fenêtre, un terrain, puis elle les instancie. C'est ce qu'elle fait. Hein. Elle est ridicule, la classe JDMine. La classe donc terrain, ça complète une grille, d'accord, avec ce qu'il faut pour stocker la grille finalement. Quoi. Une grille, c'est un élément graphique. Juste, donc le terrain, ça dit, bah oui, mais dans chaque case, je vais avoir une case avec des coordonnées, avec si c'est piégé ou pas, etc. Maintenant, j'ai la classe case à voir encore. Et la classe case, ça étant une zone cliquable. Pourquoi ça étant zone cliquable, la case? Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on exécute ce programme-là? Ce qu'on fait, c'est qu'on passe son temps à cliquer sur des cases. Je clique sur des cases tout le temps, vous voyez. Donc, ces cases sont bien cliquables. Vous voyez que la terminologie classe cliquable mérite bien son nom, d'accord? Enfin, zone cliquable. Une case, c'est bien une zone cliquable. C'est quoi une zone cliquable? On va voir ça dans 5 secondes, mais dans la logique de ma présentation, je présente ça en deuxième, d'accord? Mais vous voyez quand même l'élégance de l'objet, hein, j'insiste là-dessus un peu lourdement. À chaque fois que si je veux que ma case devienne cliquable, le seul truc que j'ai à faire, c'est de dire extend zone cliquable. Voilà, donc ça va la rendre réactive au clic. Non seulement ça va la rendre réactive au clic, mais ça va aussi permettre de choisir ce qui s'affiche quand on clique. D'accord? Donc une case, comme on l'a déjà vu, ça contient les coordonnées de la case, ça contient si c'est piégé ou pas, et ça contient aussi le nombre de voisines. D'accord? Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors, il y a aussi un attribut déjà cliqué, mais on ne l'utilise pas dans cette version-là. Mais vous voyez, si on voulait faire un vrai jeu de démineur, c'est des trucs que j'ai pensé poser un examen, mais je ne sais pas, j'ai ça comme ça au hasard. Mais je me disais que c'est assez facile de compléter ce code pour faire un vrai jeu de démineur. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Un vrai jeu de démineur, ça se joue à deux, il y a chacun qui a son truc à déminer, et c'est le premier qui a fini qui a gagné. Quoi. Donc, il faut compter le nombre de cases cliquées, finalement. C'est pour ça qu'on a envie de dire un boulin déjà cliqué. Si le gars il clique sur la même case, c'est qu'il s'est trompé, il a déjà cliqué. Donc, il faut dire non, mon gars, tu t'es couru, tu as déjà cliqué là, on va voir ailleurs.
Parce que ce qu'on a envie, c'est de déminer en moins de clics possible. Hein, sinon, c'est pas drôle. Ça sert à rien. OK, donc le nom de voisine piégée. Et après, le constructeur de la case, qu'est-ce qu'il fait? Ah, super. Alors, je peux même faire CTRL-B sur super. Regardez, je fais CTRL-B sur super, CTRL-B à chaque fois. Et qu'est-ce que je vais aller où? Je vais aller dans le constructeur de zone cliquable qui, qui extend JPanel. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il prend le XY, ça, je ne sais pas pourquoi en fait. Et après, il stocke le texte dans un attribut texte qui est un attribut de JPanel. Ah non, oui, texte, c'est une classe de swing, c'est un texte. D'accord, qui extend JLabel. C'est pas une classe de note. Ah non, non, si, c'est aussi une classe du. C'est aussi une classe qui vous est fournie dans l'IG. C'est juste un label, en fait. Bon, on va voir ça tout à l'heure, je ne vais pas trop vous perdre. Hein. Donc, il prend un texte, il prend les coordonnées. Ça ne va rien. Ça va rien, je pensais quand même. Ah non, peut-être c'est les dimensions de la case, c'est ça. Une case fait 40 par 40 finalement, en fait. Le 5 par 5, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle range le X, elle range le Y, elle range les piégés. Et voilà, c'est fini. Tout ce qu'elle a fait, c'est de ranger des trucs, en fait, la case 15. En fait. Bon, il y a aussi une méthode des piégés qui envoie si c'est piégé. C'est utilisé par qui, la méthode des piégés? C'est utilisé par nombre voisine piégées, d'accord? Nombre voisine piégé, quand on compte les voisines, on accède à la méthode est piégée. On n'accède pas à l'attribut piégé. Pourquoi est-ce qu'on n'accède pas à l'attribut piégé? Parce qu'il est private, d'accord? L'attribut piégé, il est private. Donc pour y accéder, il faut une méthode. La méthode est piégée. Donc l'attribut s'appelle piégé, la méthode s'appelle est piégé, ce qui est plus clair. Et piégé, c'est-à-dire il y a un verbe dedans. Donc ça sous-entend que c'est une méthode. Et elle, comme c'est une méthode de la même classe, elle peut accéder à l'attribut piégé. Alors c'est un peu, ça s'appelle un getter. Voilà. Il faut passer par le getter pour accéder à l'attribut. Voilà. Alors, comment dire, l'intérêt de ce truc-là, c'est que si vous modifiez, vous pouvez modifier en interne l'attribut et après vous modifiez le getter. D'accord? Vous pouvez faire évoluer votre classe. Vous laissez le même nom de getter, mais il va getter différemment. D'accord? On distingue, ça permet de distinguer la façon dont les trucs sont codés, la structure de données, les données en dur, piégé, c'est une donnée, de la façon dont on y accède. Voilà. C'est un principe de l'objet, c'est que les attributs sont le plus privés possible et on accède à l'objet juste par des méthodes. Je n'ai pas expliqué ça très bien. En vrai, c'est nécessaire quand on fait des gros logiciels. Pour les petits logiciels de rien du tout comme ça, c'est un peu bête, d'accord. Mais bon, il faut essayer de suivre cette discipline, même si ça semble un peu bête. Et là, après, il y a les vraies méthodes de case, qui sont la méthode clic gauche et clic droit. Ah. Clic droit, ce qu'il fait, c'est de mettre la case en bleu. Si je clique à droite, ça ne sert à rien. Je clique là-dedans à droite. Je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent, mais je clique sur une case à droite, ça la met en bleu. Ah, après, si je clique dedans, ça. Donc, si je clique sur en rouge, là, ça va être en bleu, après, je la remets en rouge. Mais ouais, ça fait quelque chose. Bon, histoire de montrer qu'il y a un truc à faire en clic droit, on peut le faire. Après, au clic gauche, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Si c'est piégé, on a envie que ça devienne rouge. Paf! Je fais juste cette background color red. C'est vachement clair, non? Pas. Pourquoi j'ai accès à color.red? Parce qu'au début, j'ai pris soin de faire import. Comment je fais pour remonter tout en haut rapidement? Ça fait chier ce truc. Il est où mon ascenseur? Bon, il est là. Oh, j'ai fait import java.awt. Donc j'ai accès à toutes les couleurs. C'est pour ça, je pense que je peux écrire ça. Si je l'enlève ça, ça ne marcherait plus.
peux tester, mais bon. Donc, set background couleur de RAD. Background couleur, c'est couleur de fond. Bah, les cases ont une couleur de fond. D'accord. Je suis descendu à 92. Je peux mesurer en temps réel ma popularité sur. Bon, il y a peut-être des gens qui ont un truc à faire aussi. Et si jamais elle n'est pas piégée, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on indique le nombre de voisines piégées. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'appeler de méthode, puisqu'on a déjà stocké ça dans l'attribut nombre de voisines piégées. D'accord? Ça tombe bien parce que, pourquoi? Ben, s'il fallait compter les voisines, il faudrait passer par quoi? Il faudrait passer par le terrain. Or, on n'a pas de pointeur sur le terrain. Donc, si on n'avait pas stocké le nombre de voisines dans la case, il faudrait au moins avoir stocké le terrain. D'accord? Parce que c'est le terrain qui a accès au tableau dans cette configuration-là. La case, il n'y a pas accès, d'accord? Et voilà, on a fait le tour de tout JDMin. Vous voyez, ce n'est pas un code énorme. Le code, il est vachement gros parce qu'il y a des tonnes de commentaires. Mais le code lui-même, il doit faire, je ne sais pas, 30, 40 lignes, pas plus. En fait, c'est un code assez court. On arrive avec un code assez court à faire un démineur qui ressemble un peu à un démineur, déjà pour commencer. Mis à part qu'on ne compte pas le nombre de clics. Mais ça, c'est facile à faire, à mettre en place. Maintenant, il nous reste eh bien, à voir les autres classes. Et là, je vais faire le diagramme des classes au fur et à mesure. Je vais essayer de faire ça du premier coup correctement. Je l'ai fait un brouillon déjà avant. Donc, on va regarder l'interface IG qui se trouve là, à cet endroit-là. L'interface IG qui contient donc. Non, c'est pas celle-là. Attends, c'est pas celle-là. Ça, c'est du JDMin. JDMin, IG. Voilà. Il y a aussi les binaires qui sont rangés au même endroit, par exemple, pour l'autre. Donc, il y a 4 Java et 4 binaires. Enfin, les binaires, c'est des. Ça, c'est du bytecode. OK, donc le premier, fenêtre, qu'est-ce qu'il fait? C'est la grosse fenêtre qui entoure tout. C'est celle qui entoure tout. C'est un élément graphique et c'est un frame. Je pense qu'un frame, ça doit être le machin qui a la racine du truc. D'accord? C'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre indépendamment de n'importe quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme attribut? Il y a un élément. Alors, c'est marrant. Ce qu'on remarque, c'est que c'est marqué élément avec un S, mais qu'il y a une seule classe. C'est surprenant. D'accord? D'un côté, on a un S, de l'autre côté, on a un seul machin, un JPanel. D'accord? Pourquoi, à votre avis? Bah, parce que l'élément, donc il y a un seul attribut, élément. D'accord? Et puis il y a deux méthodes. Il y a le constructeur. Alors, le constructeur, il prend un nom et puis il crée un JFrame avec ce nom. Donc JFrame peut prendre un nom, c'est le nom de la fenêtre, JDMin. Et puis il y a élément égale new JPanel, this.add de l'élément. Il y a juste un élément graphique dans cette fenêtre. C'est lequel cet élément graphique, à votre avis? Eh bien, c'est celui-là, c'est la grille. C'est une fenêtre très simple, il y a juste un machin dedans, mais ce machin-là, il est configuré comme une grille. C'est pour ça qu'il y a un S. C'est un seul machin, mais qui contient plein de sous-machins, parce que c'est une grille. Parce qu'il est configuré comme un layout de grille. D'accord. Voilà. Donc, alors, après, on a deux méthodes. Deux méthodes. On a la méthode ajoute élément, la méthode de jus de fenêtre. Que fait la méthode ajoute élément? Ben, elle prend un J-componente. Qu'est-ce que c'est un J-componente? C'est un machin qui s'affiche, ça va être une case en fait. Mais une case, c'est un truc qui s'affiche, on va voir ce que c'est. En termes génériques, c'est un J-componente. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que case hérite de J-componente. D'accord? On peut vérifier ça si on le souhaite. Si je vais dans case, alors case, c'est isocliquable en fait. Eh bien, ouais, ça étend JPanel. JPanel, ça doit hériter de J-componente. D'accord? Ça commence par J, c'est le principal. Ces trucs héritent tous les uns des autres. Si on consulte la doc Java, on pourra voir que JPanel hérite de J-component. Peut-être si je fais CTRL-B, il va me le dire tout de suite. D'accord? Voilà. Classe JPanel, extend J-component. Vous voyez?
Bon, cette année, CTRL-B, j'ai tout le temps fait ça. C'est un truc que je me souviens de raccourci, que je me souviens d'IntelliJ, c'est CTRL-B pour aller à la définition d'un truc. Vous sélectionnez n'importe quoi, faites CTRL-B, ça vous montre le truc qui définit le machin. C'est terriblement pratique, ça. Ok, j'en étais où? Ah oui, j'en étais donc à la fenêtre. Alors, tout ce texte-là, alors, je finis de commenter ce texte-là, après je vous fais la version diagramme de classe, d'accord? Donc, on a une fenêtre qui hérite de JFrame, qui a un attribut JPanel et deux méthodes. Alors, un constructeur qui met le nom et qui crée un JPanel qui ajoute dans la fenêtre, d'accord? Une méthode qui ajoute un élément dans ce JPanel, dans Elements, d'accord? Toujours cette idée d'ajouter. Hein. Et une méthode qui dessine la fenêtre. Il ne suffit pas de créer une fenêtre pour l'avoir dessinée, il faut la dessiner vraiment en dur, quoi, d'accord? Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est des trucs en général, je ne cherche pas trop à comprendre pour copier bêtement, d'accord, ces machins-là. Hein. Set visible, ça se comprend bien. Si on mettait set visible égale false, de false, la fenêtre serait invisible. Il faut dire ce qui se passe quand on regarde la fenêtre, le programme s'arrête, d'accord? Je pense que ça veut dire ça. C'est des trucs qu'il faut faire. Ça, c'est des trucs typiquement, si vous partez de rien, vous allez avoir du mal à trouver ce qu'il faut écrire là. D'accord? C'est pour ça que quand vous faites du graphique, c'est mieux de pomper des machins qui existent déjà et puis de regarder, il faut que je mette un pack, un set visible, un set des photos de page. Donc, ça marche toujours sans ça, hein, mais bon. OK, donc si maintenant, je dessine ça sous forme de diagramme de classe, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'ai toujours ma classe qui est là quelque part, qui attend d'être reliée au reste. J'obtiens, qui commence à faire nuit, donc il faut que je mette de la lumière. Lumière. Alors, j'obtiens donc, j'ai la classe JFrame avec plein de trucs dedans, je m'en fous. C'est un truc de swing, d'accord? C'est un truc qui est prêt. Il y a des trucs dedans, mais ça ne m'intéresse pas trop. Et j'ai une classe qui hérite de ça. Donc, la notion d'hériter, ça s'écrit avec une flèche, comme ça. C'est ma classe fenêtre. Elle hérite de JFrame et je représente ça comme ça dans mon diagramme de classe. D'accord? Ça, c'est le nom de la classe. Il y a un attribut, c'est élément, et c'est un JPanel. Donc, je mets les attributs dans le rectangle. D'accord. Et après, je me suis les méthodes. Je sépare ça par un trait éventuellement pour bien dire que c'est des choses différentes. Donc, j'ai ajouté élément. Qui prend un JComponent. JComponent. Et j'ai dessine fenêtre qui prend que dalle. Ah non, qui prend que dalle. Voilà, ça c'est un résumé de ma classe fenêtre. Il n'y a pas d'accent sur le deuxième E. Ok, donc je fais ça comme un rectangle à peu près. Voilà. Et de cette classe fenêtre, qui c'est qui va arrêter de la classe fenêtre? Personne. Hein, parce que dans le main de mon JDMin, je crée direct une classe fenêtre. D'accord. Qu'est-ce que je vais ajouter à la classe fenêtre? Je vais ajouter mon terrain que j'aurais créé aussi, qui hérite de grille. Bon. Donc, j'ai ajouté mon terrain qui hérite de grille. Alors, je vais voir la classe grille. C'est quoi la classe grille? Terrain hérite de grille. Donc, j'en suis à la classe finale. Je vais voir la classe grille. C'est le deuxième des 4 éléments de mon interface graphique. Qu'est-ce qu'une classe grille? Extend JPanel. Oui, c'est un JComponent, on vient de le voir. Ça étend JComponent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça comme grille étant JPanel qui étend JComponent. Je vais mettre ça sur mon truc. D'entrée de jeu, je le mets. D'accord. Il y a JComponent. Ça, c'est du swing. Il y a JPanel.
Ça, c'est du swing. Et après, il y a grille que je suis en train de mettre en place. D'accord? Là, je vais mettre les attributs, les trucs. Là, il y a les machins, mais je ne les mets pas parce que je n'ai pas le temps. Après, il y a ma classe grille que je vais préciser c'est quoi les attributs. Et donc, comme une grille étant JPanel qui est écrit en JComponent, ça peut être ajouté à une fenêtre. D'accord? Parce que comme une grille est un JComponent, c'est un JPanel qui est un component. Grille est un JPanel qui lui-même est un JComponent, donc c'est un JComponent. Il a commencé à être JComponent. D'accord? Donc, je peux l'ajouter avec ajout élément, ma grille. OK, donc, qu'est-ce qu'il y a dans grille? Pas grand-chose. Vous voyez, ces interfaces graphiques sont toutes petites, c'est fait exprès. Hein. Mais il y a quand même la hauteur et la largeur. Pourquoi est-ce qu'on passe la hauteur et la largeur? Parce qu'on fait le set layout. Dans set layout, on dit, alors ce 5 là, je ne saurais pas vous dire c'est quoi. Il faudrait que je vois ce que c'est que set layout. C'est des valeurs. Merde, j'ai fait le con. Peut-être c'est des valeurs minimales de cases, peut-être. Je ne sais pas ce que c'est simple. Tout à l'heure, je croyais que c'était la taille dans pixels, mais non, c'est 40 la taille en pixels. C'est marqué ailleurs. Enfin, je ne sais pas. Apparemment, ça ne joue pas un rôle crucial. Donc, pourquoi est-ce qu'il peut faire un set layout? Set layout, c'est défini dans JPanel. D'accord? Et ça configure l'élément graphique pour dire, si j'ajoute des trucs, si je fais un add, ça va utiliser la configuration en gris, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, j'ai l'ajout élément qui fait juste un add. Celui-là, il ne sert à rien. Hein. Ajout élément, il ne sert à rien parce qu'il avait déjà le add. On pourrait le virer et utiliser add à la place d'ajout élément, ça reviendrait au même. D'accord? On l'a mis parce que c'est plus de clarté. On pourrait le virer. D'accord? Mais bon, puisqu'on l'a mis, je le mets dans. Et il n'y a pas d'attribut, il n'y a aucun attribut. C'est vraiment minimaliste cette interface grise. C'est minimaliste. D'accord? Donc là, j'ai ajout élément qui fait juste un add, mais je le mets parce que ajoute élément. Voilà. Avec des trucs. Je me souviens plus c'est quoi le type de ce truc-là. C'est un JPanel. Voilà. Donc ça, c'est ma classe grille. Alors, j'arrive. À ma classe terrain maintenant. À la classe terrain, il y a plus de. Ah non, la classe terrain. Ah oui. La classe terrain, qu'on a vu dans le fichier JDMin, elle hérite de grille. D'accord? Enfin, c'est ça qui. Mais elle a dedans. Donc, il faut que je retourne dans JDMin. Elle a dedans, elle par contre, quelques attributs. Donc, je la trouve ici, en fait. D'accord? Si je clique ici, ça me donne les sous-classes qui sont là. D'accord? Terrain. Oui, tu terrain. D'accord? Elle est dans la grille. D'accord? Donc, dedans, il y a pas mal. Il y a des attributs là. Il y a hauteur, largeur, nombre piégé et les cases. Hauteur, largeur, nombre piégé, les cases. Donc, hauteur, largeur, nombre piégé, les cases. Alors, on va retourner au truc que j'ai fait tout à l'heure, les cases. D'accord? C'est ce truc-là qui était là. J'ai pas. Vous voyez, je fais un montage là. Hop. Terrain, il y a hauteur, int, largeur, int, nombre piégé, int. D'accord? Hauteur, largeur, nombre piégé. J'espère que vous arrivez à lire. J'arrive à lire, mais ouais, ça va, on arrive à lire. Et les cases. Et les cases, ça, quand après on exécute, ça c'est pas un diagramme de classe, ça c'est un diagramme d'objet. Ça dit juste, quand j'instancie un terrain, il y a ça qui s'instancie à mémoire, et les cases, ça pointe vers un tableau donné de cases. Je fais là, pour que ce soit clair, je fais la liaison. Ce que je souhaite que vous compreniez, c'est que la séparation interface graphique et code des mineurs, elle se trouve là, d'accord? Parce que c'est bien que vous compreniez ça, parce que
Vous allez réutiliser l'interface graphique en TP après. Mais il y aura une fenêtre différente, il y aura un terrain différent. D'accord, ce sera un échiquier avec des rennes dessus. D'accord. Donc, la partie qui est au-dessus de la ligne, ça sera la même. La partie qui est en dessous, bah, vous allez définir d'autres objets. D'accord. Vous allez réutiliser l'interface graphique. Juste en héritant de grille, eh ben, vous récupérez tout le matos dont vous avez besoin. C'est quoi ce matos? Ben, c'est la possibilité d'afficher votre échiquier de RAID. Au lieu d'avoir 6 lignes et 9 colonnes, vous aurez 8 lignes, 8 colonnes. Puis c'est un échiquier, il y a 8 lignes et 8 colonnes. OK. Alors, je termine avec les cases. Qu'est-ce qu'il y a dans mes cases? J'ai presque fini là. Hein. De toute façon, je suis dans les temps. 3 heures de cours. J'ai encore un quart d'heure à raffiner. À la fin, s'il me reste du temps, j'essaierai de m'adresser aux doubles licences pour leur parler un peu plus d'objets dans un cadre plus simple que ce truc-là qui est un peu compliqué. D'accord. Je peux traiter au crayon, je peux traiter les nombres complexes qui se traitent en 5 minutes. Ça va permettre de mieux comprendre la notion d'objet. Alors, est-ce que j'ai des gens dans la salle d'attente? Personne. Vous pouvez trouver le contenu du package IG ici. Ouais. Chez Thibault, là. Ouais, mais j'ai mis sur Ecampus tous les trucs là. Je mets un maximum de documents sur Ecampus à chaque fois. Il est dispo sur Ecampus. C'est vrai que la page du Thibault est bien faite. Hein. Elle ne va pas rester éternellement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah merde, je me suis trompé sur Ecampus. Merde, c'est con ça. Excusez-moi. Très, très bête. Je vais modifier ça alors. Ouais, j'ai du mal à regarder le chat parce que ouais, c'est bon, j'ai tout vu ce qu'il y avait à voir. Si vous me faites des chats, vous pouvez me dire il y a un chat sur le micro. Ouais. Ah si, il y a un type dans la salle d'attente là. Bon. Il me reste à expliquer CAS et c'est tout. En fait, dans l'interface graphique, il y a deux choses. Parce que l'interface graphique, il y a texte et zone cliquable. Et zone cliquable hérite de test, en fait. Donc, je commence par texte, qui est le truc de base. Texte extend JLabel. JLabel, c'est quoi? Bah, c'est une étiquette. C'est quoi l'étiquette? C'est un texte là, tout bête, d'accord? Donc, ça veut dire que pour créer un texte, il faut juste, c'est quoi ce texte-là, d'accord? Et là, vous avez un texte qui peut s'afficher, une étiquette, d'accord? C'est l'étude dont vous avez besoin quand on fait du graphisme, d'afficher un texte. Hein. Vous le convertissez en étiquette avec la classe texte. D'accord, en le créant, en mettant le texte dedans que vous voulez voir s'afficher, d'accord. Après, vous pourrez changer ce texte si vous voulez. Il faut faire repaint pour le repeindre. Donc, j'ai ma classe texte que je vais écrire. Et donc, il y a qui extend JLabel. Donc, maintenant, j'écris tout ça. Là, j'ai JLabel en haut. D'accord. Après, j'ai texte. Mais ça, c'est à moi, ça. Texte, c'est ma classe. Donc, la séparation, elle vient se mettre ici. Enfin, il y a deux séparations. Vous voyez, dans cette hiérarchie, j'ai oublié de préciser ça. Oui, il y a deux frontières. Il y a la frontière interface graphique qu'on va réutiliser. Donc ça, c'est dans l'interface graphique, en fait. Hein. Et il y a la frontière truc déjà défini dans Swing. D'accord? Truc déjà défini dans Swing, c'est ce qui est au-dessus de la première ligne. Après, interface graphique réutilisée, c'est ce qui est entre les deux lignes. Et après, en dessous de la ligne, c'est JDmin, en fait. Des trucs propres à JDmin que vous faudrez reprogrammer dans les NRN. D'accord? Donc, texte, ça, c'est une classe à nous. C'est nous qui l'avons défini l'interface graphique. Qu'est-ce que ça fait?
ça fait rien. C'est juste utilisé pour être défini, je pense. On va voir ce que ça fait. On va regarder donc maintenant la classe zone cliquable qui utilise un texte ou qui hérite de texte. Non, elle utilise un texte, d'accord. Elle déclare un texte comme attribut. Elle n'hérite pas de texte en fait. Donc zone cliquable, elle extend JPanel. JPanel, je l'ai déjà ici, donc je peux le réutiliser. Les flèches d'héritage, on les fait avec. Donc, elle est en JPanel. Alors, elle implémente Mouse Listener. Oh, putain. Donc, je dessine ça. Donc, qu'elle implémente JPanel, ça s'écrit comme ça, zone cliquable. D'accord, comme on l'a fait maintenant. Et puis, le fait qu'elle implémente Mouse Listener, ça se fait. C'est une flèche avec des pointillés. C'est une interface Mouse Listener. Mouse Listener. Ça, c'est une interface. On va voir ça en cours. Même ceux qui ne sont pas double licence, ils ne connaissent pas très bien le concept d'interface. Donc, la flèche et les pointillés pour bien montrer que ce n'est pas un héritage, mais l'implémentation d'une interface. Alors que là, la flèche, là, les flèches, elles sont pleines, quoi. Donc, et elle utilise texte. Ça, on peut le représenter aussi sur des de classe, mais je ne le fais pas. C'est pas non plus trop exagéré. Pas faire trop de trucs dès le début. D'ailleurs, j'avais déjà écrit case là. Ouais. Attends, c'est quoi ça? Ouais. Bon. Oui, mon cas, j'ai déjà écrit ma case ici, je crois. Mais ça marche, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc, OK. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle implémente qu'elle implémente case? Eh bien, ça veut dire qu'il faudra qu'elle définisse deux fonctions, clic gauche et clic droit. Ah non, ouais. Mouse Listener. Ben, si je regarde Mouse Listener, je vais savoir c'est quoi cette interface. Voilà, il faut définir tous ces trucs-là, en fait. Ah non. Public interface. Il faut définir ces trucs-là. Mouse click, mouse press, mouse release, mouse enter, mouse exit. Si on implémente cette interface. Donc tout ça, c'est défini là. Ça fait que dalle, d'accord? Par contre, mouse click, ça fait quelque chose. Et pour faire ce quelque chose, il regarde si c'est un cliquage droit ou un cliquage gauche en regardant is right mouse button. Regarde c'est quel bouton de la souris. Si c'est is right, il dit ah bah c'est un clic droit, sinon c'est un clic gauche. Ah oui, mais c'est quoi clic droit, clic gauche? Ben, c'est des fonctions qu'on n'a pas encore définies dans les classes en abstract. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas implémentées au niveau de zone cliquable. Ben, ça veut dire que zone cliquable est déclarée comme une classe abstraite. Ça, c'est des trucs qu'on va voir plus tard, mais je vous explique le code quand même. Zone cliquable est définie comme une classe abstraite parce qu'il implémente mouse listener qui doit implémenter mouse click. Mais pour ça, il a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe quand on clique, et ça, il ne le sait pas encore. Quand est-ce qu'on le saura? On le saura dans la classe case, où c'est là où on applique clic droit, clic gauche. D'accord? C'est du français. Clic droit, on a déjà vu, ça peint en bleu, histoire de faire un truc. Clic gauche, ça regarde. Si c'est piégé, ça peint en rouge, sinon ça mène. Donc, en fait, pour tout ce truc qu'on a fait, finalement, dans case, c'est de déclarer clic droit, clic gauche. D'accord? Classe. Alors, la classe zone cliquable, elle est abstracte, il faut le dire. Et dans la classe case qui implémente zone cliquable, pour plus qu'elle soit abstracte, qu'est-ce que doit faire? Elle doit implémenter clic droit, clic gauche. Voilà. Et vous, avec les problèmes des RN qu'on va voir la semaine prochaine, eh bien, vous implémenterez différemment clic droit et clic gauche. D'accord? Vous réutiliserez zone cliquable, sauf qu'il faudra juste dire il se passe des trucs différents quand on pose une RN. D'accord? On vous dira dans le GTP ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est assez compliqué ce premier introduction, mais ça vous donne déjà une vue panoramique de ce qui est possible de faire. C'est très élégant, c'est du code de Thibaut.
D'accord? Et donc, entre les deux lignes, c'est du code qu'on va réutiliser la semaine prochaine en TP. Avant la première ligne, c'est du code de Java qu'on utilise pour faire du graphisme en général, tous ces codes-là, d'accord? Donc, test, c'est utilisé dans zone cliquable, d'accord? On a accès à test, ce qui fait que lorsqu'on va afficher le nombre de voisins, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut faire change texte, d'accord? Alors, où est-ce qu'il vient se goupiller? C'est un label. Le texte, alors, on va regarder plus près la classe zone cliquable. Voilà, change texte, il change le texte du texte. Texte, c'est quoi? C'est un texte. D'accord? Et ce texte, il est ajouté où? Il est ajouté dans la zone cliquable, qui est un JPanel. Donc, on le verra s'afficher. Alors, s'il n'y a pas de texte, ça affiche que dalle, on voit que dalle. Mais s'il y a texte, on va s'afficher. D'accord? Et pourquoi on va s'afficher? Parce que quand on fait un change texte, il y a un repaint qui se produit. D'accord? Donc, vous voyez comment on peut capsuler tout le code dont on a besoin dans une classe qui s'appelle zone cliquable, qu'après on peut réutiliser de différents endroits. Vous aurez d'autres types de cases, vous aurez un autre clic gauche, un clic droit à implémenter la semaine prochaine. Ok, bon j'ai fait 3 heures de cours, la mine de rien. Et donc, la prochaine demi-heure, on va dire, je vous propose de faire un exemple super simple pour les doubles licences, mais qui peut aussi servir pour les autres. Et avant ça, je vais prendre. Alors, est-ce qu'il y a des choses pour les. Est-ce que j'ai des commentaires dans le chat là? Alors, on a. Très merci. Il n'y a pas tout sur le campus. C'est quoi la différence entre classe abstraite et interface? Ah, c'est une question qu'on pose très souvent. Mais une classe abstraite, il faut savoir qu'en Java, on ne peut hériter que d'une seule classe. C'est un choix qui est fait dans ce langage objet pour simplifier. Ça veut dire que si jamais on hérite d'une classe comme de zone cliquable, on ne peut pas en hériter d'une autre. Alors que on peut implémenter plusieurs interfaces. D'accord? Donc, il faut bien réfléchir avant d'arrêter une classe. Si on hérite d'une classe, c'est vraiment le truc le principal, la caractéristique principale de la classe qu'on est en train d'écrire, c'est d'être une. D'accord? La caractéristique principale d'une case, c'est d'être une zone cliquable. C'est pour ça qu'on dit classe case hérite de zone cliquable. Parce qu'en faisant ça, on récupère vraiment le comportement le plus intéressant à récupérer d'une case. Il n'y en a pas d'autre finalement. Une case de JDMin, c'est un machin cliquable. C'est ça le truc le plus important. Après, bah oui, effectivement, ça peut être piégé ou pas piégé, mais ça d'accord. Après, voilà. Après, si on a besoin d'avoir d'autres comportements, on est obligé de se les taper un par un. Ça veut dire quoi? Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'on a ces comportements. Donc, lorsqu'on dit qu'une zone cliquable implémente mouse listener, d'accord? Lorsqu'on dit ça, alors on dit qu'on va pouvoir cliquer dessus. Le système comprend qu'on va pouvoir cliquer dessus, d'accord? C'est déjà beaucoup. Mais simplement, il va falloir écrire toutes les trucs de mouse listener. Donc, ah oui, mais ça, c'est la classe de mouse listener qui m'a ouvert, c'est marrant. Ça. Donc, toutes les fonctions de l'interface, mouse click, mouse press, mouse release, mouse enter, mouse exit, il faudra les réécrire. Et c'est un peu lourd. Bah oui, c'est un peu lourd. Pourquoi c'est un peu lourd? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a envie, c'est de pouvoir cliquer dessus. C'est tout. Ça, on s'en tape éperdument, d'accord? Mais on a quand même obligé de le mettre, d'accord? Pour dire, bah oui, je le définis, il fait rien, je le définis, il fait rien, je le définis, il fait rien, je le définis, il fait rien. Si le truc qui fait quelque chose, c'est plus le clic. Parce qu'il faut qu'on implémente toutes ces fonctions. On les implémente un peu fake, quoi. C'est pas une implémentation, c'est juste pour dire ils existent, ils font rien. Quoi. Mais il faut le mettre. Voilà. Donc on est obligé d'écrire, c'est un peu verbeux, d'accord? On est obligé d'écrire tout ça. Et on écrit aussi mouse click qui lui nous intéresse. Et on le redirige vers clic droit, clic gauche. Oui, quelqu'un veut parler? Oui, mais pourquoi, là, cette classe abstraite zone cliquable, pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est une interface qui implémente, enfin, qui étend l'interface mouse listener? À faire les choses dans l'autre sens. Vous voulez dire, on mettrait
Zone cliquable, extend mouse listener, implémente JPanel. Non, non. Ah, attendez. La caractéristique principale, la caractéristique principale de zone cliquable, c'est JPanel. Parce que JPanel, il y a un tas de trucs dedans, on imagine. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. On préfère pas savoir. C'est toute la mécanique interne de swing. D'accord? On sait que quand on définit un objet qui hérite de JPanel, paf, on peut l'afficher direct, quoi. Il suffit de l'ajouter dans un JFrame ou je ne sais quoi. Enfin, il suffit de l'insérer dans un traitement graphique, ils vont s'appeler les uns les autres, ça va s'afficher, quoi. D'accord? Donc, en écrivant simplement extend JPanel, paf, vous avez un truc qui peut s'afficher. C'est cool, quand même. D'accord? Il faut définir des fonctions aussi dans JPanel parce que, alors, je ne sais pas si JPanel est abstrait ou pas, je ne pense pas. On va voir. Public, c'est pas abstrait, d'accord. Il y a un tas de trucs là-dedans. C'est gros, ça, hein, vous voyez? Vraiment, non, c'est pas si gros que ça. Bon, on peut regarder ce qu'il y a dedans. C'est drôle parce que c'est du code Java fait par les mecs de chez Java, quoi. C'est Java, c'est dans Swing. Alors, reposez-moi votre question. Parce que reposez-moi la question. Je vous écoute. J'ai répondu à la question? En fait, j'arrive. Une zone cliquable, c'est un peu un schéma aussi. Enfin, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être une interface, la zone cliquable. Alors d'abord, j'apprécie que vous posiez des questions, ça bonifie beaucoup le cours. Vous ne comprenez pas pourquoi zone cliquable ne pourrait pas être une interface. Alors pour que zone cliquable soit une interface, il faudrait déclarer dans l'interface clic droit et clic gauche à définir. Mais dans une interface, on ne peut pas mettre de code. C'est ça le truc, en Java. Dans d'autres Ah, langages, on peut pas mettre de code. de méthode par défaut, par exemple, dans une interface? Non. On ne peut pas définir de Ah, code en interface Java, à ma connaissance, peut-être je me trompe, mais en interface, c'est juste une liste de fonctions à définir, c'est tout. En Java. Il y a d'autres langages plus évolués où on peut mélanger, en fait, mais pas en Java. Là, je crois que j'ai répondu à la question, en fait. Donc, quand on définit zone cliquable, il y a un tas de trucs qu'on peut dire. En fait, ce qu'on dit dans zone cliquable, c'est qu'on a besoin que de mouse click de mouse listener. C'est un peu ça qu'on dit. Puis on dit aussi que mouse click, on distingue clic droit, clic gauche. Ça, on le dit aussi. Puis on dit aussi que c'est un élément graphique à afficher. On dit quand même des trucs, d'accord? On ne peut pas dire dans une interface. L'interface, c'est juste une liste de méthodes à implémenter. C'est tout. Hein? Si vous regardez mouse click, qu'est-ce que vous avez? Baf, ah, tu veux être mouse listener. Tu dois programmer mouse click, mouse press, mouse release, mouse enter, mouse exit. Tu dois les programmer tous. Si tu en oublies un, je vais gueuler. Ah, c'est ça l'interface. Hein. Et une fois que vous avez programmé tout ça, alors vous êtes promu au rang de mouse listener et vous pouvez être utilisé tel que. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce que le système va faire en sorte que lorsque vous cliquez sur une case, ça déclenche l'action associée à clic droit ou à clic gauche, suivant comment vous cliquez. Je ne sais pas si vous voyez le truc quand même, c'est assez énorme. D'accord? En 3 fois rien de code, vous réussissez à faire un truc qui tourne. Quoi. La première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu sur le cul parce que si on s'amuse à faire des trucs, des interfaces graphiques avec d'autres langages, on sue 100 EO pour arriver à faire un moindre petite bêtise. Quoi. Alors là, en quelques lignes de code, on arrive à mettre en place un machin qui tourne. Quoi. du coup, en fait, une interface, c'est un peu comme une classe abstraite, mais encore plus restreint, puisqu'on ne peut pas mettre de code. On ne peut pas mettre de code. C'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas mettre de code. Ok, On peut mettre, je crois qu'on peut mettre des variables. Des variables. J'ai un vague souvenir de ça. On peut déclarer. Ouais. Bah de rien, merci à vous. Ouais. On va voir ça dans une semaine ou deux, je ne sais plus. L'interface, tout ça, on va faire les TP spécialement là-dessus. Hein, donc, bon, je pense qu'à partir du moment où vous filez un code de démarrage, là, c'est bien, vous prenez un peu tout ce qu'il y a dans ce code-là, que vous ne soyez pas. Il n'y a rien qui me répule le plus que des étudiants qui recopient religieusement des trucs qu'ils ne comprennent pas. Des fois, c'est obligé, hein, mais bon, on essaie d'éviter. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est ça. Interface, c'est comme un fichier HPP de C++. C'est un peu ça. Ouais. Interface.
Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un fichier HPP de C++. C'est un header. Mais ça existe aussi en C, ça. Hash pour header. En C, des gens qui ont vraiment. Enfin, C++, on va dire, parce que c'est pareil. Hein. Ça implique pas la programmation objet. Enfin, la différence peut-être d'une interface avec les headers, c'est qu'il y a des objets qui sont en ligne de compte. Hein. Plus, c'est des objets. Donc tandis que dans les headers de C++, à la source où vous les avez fait, il n'y a que des fonctions de base qui manipulent le type de base. Dans ces paramètres, il n'y a que des entiers, des booléens, des conneries comme ça. Si vous pouvez aussi utiliser des structures, des structs. Si vous avez les structs ou l'équivalent en C++, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous pouvez définir des types en C++. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on définit une classe, on définit un nouveau type qui a le nom de la classe. Hein, tous les trucs que vous voyez en haut, là, JDMIN, pas JDMIN, parce que JDMIN, il fait juste un man. Texte, fenêtre, grille, zone cliquable, tout ça, c'est des noms de types. On a défini des nouveaux types. On définit fenêtre.java, ben, on peut déclarer une fenêtre. Grille, ben, on peut déclarer une grille. Les objets ont le type de leur classe. Un objet qui instancie une classe a le type de la classe. On peut mettre des classes dans les headers aussi. En C++, sans doute, mais vous ne l'avez pas fait. Oui, bien sûr qu'on peut. Je ne connais pas C++, moi. Hein. J'ai lu une fois un bouquin de C++ qu'il fallait que je choisisse entre Java et C++. Oui, il y en a des classes en C++, mais encore faut-il en faire, vous ne l'avez pas fait apparemment. Quoi. Les gens aiment bien l'intérêt C++ par rapport à Java, c'est que ça tourne plus vite, parce que comme Java passe par le bytecode, ça ralentit quand même un peu le truc. Mais il paraît que les versions modernes de Java sont quand même pratiquement aussi performantes, parce qu'ils ont d'autres armes dans leur boîte à outils pour faire en sorte que ça fonctionne aussi vite. Mais tout de même, le C++ est réputé pour être très proche de la machine et donc vraiment le plus performant. D'autres questions. Nous sommes à combien là? 69. Ah. Alors, il y en a un qui est parti qui peut peut-être revenir. Là. 68. Bon, on va passer à un exemple simple, s'il n'y a plus de questions. Oui, je remets les fenêtres dans le truc, ça fait des hachures. Nice. Anatole. On va passer à l'exemple simple. Alors, d'abord, j'ai une question à vous poser. Les premiers qui répondent gagnent. Je peux faire l'exemple simple de deux sortes. Je peux le faire crayon papier où là, je me sens assez à l'aise, mais je vais faire des erreurs. Je vais être en mesure de mieux vous expliquer parce que je serai concentré juste sur les trucs importants. Mais je ferai probablement des erreurs de syntaxe qui feront que mon exemple ne risque pas de tourner en vrai parce que moi, j'ai programmé en Java, mais ça fait 2 ans que j'ai changé. Ou je peux faire un exemple dans IntelliJ, mais je risque de galérer. Puis en plus, avec le problème de main, ça m'ennuie. Donc, je pense que je vais le faire au papier, en fait. Je suis un peu limité avec mes mains à interaction clavier. Je vais faire un exemple au papier. Et puis, je serai plus à l'aise pour expliquer, parce que je ne suis pas assez à l'aise pour taper. Je vais stresser, je vais me planter. Bon, écoutez, ceux qui sont pas là, je vais faire un stop au niveau de l'enregistrement et je vais reprendre. Ceux qui sont suffisamment à l'aise au niveau de